Grand 2. Les grandes étapes du conflit. Petit 1. De l'illusion d'une guerre européenne courte à un conflit mondialisé. Donc, vous notez les titres. Il s'agit de la deuxième partie de notre chapitre. Faites une pause si nécessaire. Donc, on commence par l'activité 2, bataille de l'été 1914. Alors, il s'agit de comparer deux batailles. La bataille de Tannenberg sur le front Est en août 1914 et la bataille de la Marne sur le front Ouest en mois de septembre 1914. Ces deux batailles amènent à la fin de la guerre de mouvement. Les troupes vont ensuite faire une guerre d'usure, c'est-à-dire une guerre de position. Alors, depuis le début du siècle, chaque état-major avait élaboré son plan de bataille. Tous croyaient à l'offensive, se concluant après une guerre courte par la défaite de l'ennemi. L'offensive française en Lorraine est vite stoppée, alors que les Allemands obtiennent des succès notables en suivant le plan Schlieffen, Narche-Paris, offensive à tout prix passant par la Belgique, pourtant neutre. Alors, vous le voyez, ici, il contourne donc les armées françaises qui sont sur l'Est et les Allemands passent donc par la partie belge pour pénétrer sur le territoire après avoir contourné les troupes françaises. Donc, et ils marchent ensuite sur Paris. Mais l'armée française recule, mais toujours en bon ordre, et jamais les Français ne sont encerclés. Début septembre, les Allemands sont à 30 km de Paris, mais du 6 au 11 septembre, 5 ou 12 septembre, ils sont arrêtés lors de la bataille de la Marne menée par Foch, au prix de pertes terribles. Pendant le même temps, à l'Est, les Russes ont attaqué les Allemands pour les affaiblir, les obligeant à disperser leurs forces, une des raisons de la victoire de la Marne. En effet, les troupes qui ont été mobilisées en Russie, ce sont des troupes qui ont manqué aux Allemands pour la bataille de la Marne. Donc, la bataille de la Marne, donc c'est une victoire allemande, donc au mois d'août 1914. Alors, voici les deux principaux, Joffre pour la partie française. Vous le voyez en ce héros tel qu'il est présenté dans cette affiche. Et puis, de l'autre côté, Hindenburg, général retraité en 1914, il est rappelé par l'empereur Guillaume lors de l'entrée des Russes en Prusse orientale. Il est vainqueur à Tannenberg. Il s'impose ensuite comme dirigeant politique de l'Allemagne. On le retrouvera notamment, vous le retrouverez en terminale avec Hitler. Et puis Joffre, chef d'état-major depuis 1911, il est nommé chef de l'armée française en 14. Il applique en août 1914 le plan 17 qui projette une victoire rapide et la reconquête de l'Alsace-Lorraine. Malgré l'échec de son plan d'offensive, il retire un immense prestige de la victoire de la Marne. Alors, vous allez donc ici, sur cette frise, on a déjà placé l'attentat de Sarajevo du 28 juin et l'engrenage des alliances. Vous ajoutez, alors on a aussi ces couleurs, et vous ajoutez invasion de la Belgique et du nord de la France, stoppée à la bataille de la Marne, 6 au 13 septembre, et bataille de Tannenberg en août 1914. Donc, la guerre de mouvement a échoué. Une ligne se stabilise de la mer du Nord à l'Alsace et à la Suisse. Donc, vous retrouvez donc cette ligne de front donc, qui va de la mer du Nord à l'Alsace et à la Suisse. Donc 700 km de front où les armées sont à égalité. Les hommes s'enterrent dans les tranchées. C'est donc l'affaire de la guerre de mouvement. Désormais, la guerre de position ou guerre de tranchées va se généraliser à tous les fronts. Donc les autres fronts, vous retrouvez donc le front Est, ici, qui va mobiliser les troupes russes contre les troupes allemandes, autrichiennes, et puis on le reverra d'autres fronts dans la partie sud. Ici, on y reviendra. Alors, désormais, la guerre de position ou guerre des tranchées va se généraliser à tous les fronts. Nous l'avons vu dans la carte précédente. Mais il va y avoir une mondialisation du conflit. Donc, le conflit ne s'arrête pas aux limites de l'Europe. Alors, la mobilisation des empires coloniaux est l'un des aspects de cette mondialisation du conflit.
Donc, dès la mobilisation des troupes, les puissances coloniales font appel à leurs colonies qui fournissent matières premières, travailleurs et troupes. Alors, le Royaume-Uni s'appuie très largement sur les Dominions, c'est-à-dire Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, alors que la France, elle, va mobiliser 600 000 soldats coloniaux, notamment les tirailleurs indochinois, zouaves, des chasseurs d'Afrique, ce qu'on appelle les Spahis, les tirailleurs sénégalais, les Algériens, les Marocains et les Tunisiens. Donc, un total de 300 000 Maghrébins, 180 000 d'Afrique noire, 50 000 Indochinois, 40 000 Malgaches. Au final, c'est plus ou moins 75 000 morts à la fin du conflit. Alors, vous avez cette force noire, ça a été utilisé dans les deux sens en propagande, c'est-à-dire les Français utilisaient la force noire qui allait réduire les empereurs d'Autriche-Hongrie et d'Allemagne, comme on le voit ici, à rien du tout, et les empires centraux utilisaient le caractère raciste de ces troupes faites avec des Noirs. Donc la force noire, cette expression a été utilisée des deux côtés. Ce conflit mondialisé ne s'est pas limité, donc on l'a vu, utilisation de matières premières et de travailleurs, et de troupes, mais il y a eu aussi des combats qui se sont produits dans les colonies elles-mêmes. Donc ainsi la France et le Royaume-Uni s'emparent des colonies allemandes du Togo et du Cameroun. Alors ici, le Togo, le Cameroun n'apparaît pas encore comme apparaît encore comme empire central, mais pas le Cameroun. Le Cameroun apparaît bien comme un territoire allié. Donc il y a eu un basculement, donc des combats qui se sont produits ici. Je vous conseillerais toujours, rien que pour le plaisir des paysages et du jeu du Meryl Streep, de regarder Out of Africa, où vous voyez justement des combats qui se sont produits en Afrique du Sud. Aussi, de nouveaux théâtres d'opération impliquant aussi des civils. Alors, ce sont donc d'abord la guerre maritime. Alors, le Royaume-Uni, qui contrôle les mers, décide de mettre en place avec la France un blocus de l'Allemagne en mer du Nord pour l'empêcher d'être approvisionné. Les Allemands développent alors une guerre sous-marine intense qui coule les navires militaires et marchands à proximité des côtes britanniques. Alors, vous avez ici un tableau, enfin une gravure très célèbre d'un bateau de marchands qui a été coulé par les U-boats. Donc, ces petits sous-marins, là, celui-ci a émergé, allemand. Donc, le bateau, c'était le Lusitania. Donc, le 7 mai 1915, le paquebot britannique, le Lusitania, est torpillé par les U-boats. Alors, c'était un bateau, certes, où il y avait des civils, mais aussi des armements, l'armement pour les troupes militaires. Donc, les Allemands ne se sont pas laissés prendre, ils savaient très bien qu'il y avait certes des civils, mais qu'il y avait aussi de l'armement. Donc, ce bateau est devenu l'emblème aussi d'une campagne très importante de propagande, où vous voyez, on incite les jeunes irlandais à rejoindre les régiments pour venger le Lusitania, puisque c'est un bateau sur lequel il y avait beaucoup d'Irlandais. Donc, Remember Lusitania. Donc, vous voyez de nombreuses affiches qui venaient rappeler l'horreur de ce naufrage. Sur les 2000 personnes à bord, près de 1200 civils meurent. Donc, le Lusitania, c'est aussi l'une des principales causes du basculement des États-Unis dans le conflit aux côtés de la Triple Entente. Alors, aussi, la recherche de nouveaux... Alors, on a eu de nouveaux fronts, mais il va y avoir aussi de nouveaux alliés. Donc, de nouveaux alliés qui participent au conflit et ouvrent de nouveaux fronts. Alors, vous avez ici qui apparaît sur cette carte, par exemple, le Japon. Le Japon, qui cherche à s'emparer des colonies allemandes en Asie, il entre donc en guerre aux côtés de la Triple Entente. En novembre 1914, vous avez l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie.
en espérant imposer de nouveau son autorité sur le Moyen-Orient, où les Français et surtout les Britanniques cherchent à s'imposer pour contrôler l'accès au pétrole devenu essentiel dans la guerre maritime qui se met en place. Alors, vous avez aussi la Chine, vous avez le Brésil, et puis, on l'a dit, ça n'apparaît pas là parce que la carte est postérieure, mais vous avez donc l'Empire ottoman qui rentre donc en guerre qui rejoint les empires centraux, Autriche, Hongrie. Donc, vous avez donc les fronts dont on a déjà parlé, le front ouest, le front est, le front italien et maintenant le front balkanique et orientaux en fin 1917. Alors, ça correspond à votre activité 3 sur les Dardanelles, donc la campagne des Dardanelles. Alors, vous retrouvez donc la localisation donc dans ce détroit, donc deux détroits qui se suivent et qui ouvrent la route vers la mer Noire. Donc, les Dardanelles, en mars-avril 1915, la France et le Royaume-Uni décident de lancer une offensive maritime suivie d'un débarquement dans le détroit des Dardanelles pour prendre le contrôle des détroits qui relient la mer Noire à la Méditerranée. Mal préparée, l'offensive s'enlise rapidement et aboutit au retrait des troupes en janvier 1916, laissant 500 000 soldats morts, blessés ou prisonniers. Alors, ce sont pour l'essentiel des troupes internationales d'Australiens et de Néo-Zélandais. Ce sont essentiellement eux, pour le côté de l'entente, qui sont décédés sur ces lieux, alors que du côté, c'était essentiellement des Bulgares qui combattaient en face. La Bulgarie et la Roumanie étaient rentrées en 1915 dans le conflit du côté de l'Empire ottoman. Alors, fin 1915, l'Italie rejoint l'entente. Initialement aux côtés de l'Empire d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie, l'Italie a fait le choix de ne pas entrer en guerre en 1914. Les alliés français et anglais la persuadent d'entrer en guerre à leur côté dans l'espoir d'obtenir les terres irrédentes, I2REDENTES, terres revendiquées par les Italiens mais aux mains des Autrichiens en mai 1915. Rappelez-vous, les terres irrédentes, on l'a évoqué quand on a travaillé sur l'unité italienne. L'Autriche-Hongrie doit alors absorber l'ouverture d'un nouveau front. Vous terminez en complétant donc cette frise avec l'élément nouveau, les Dardanelles, février à décembre 1915. Donc, on est passé d'une guerre européenne à une guerre mondiale avec l'entrée en guerre des colonies et 1917. Donc,